Daniel, c'est à toi. Il faut que je parle, président, ça va? Comme ça? C'est bon? Oui, je dois dire que pour... qu'il m'est arrivé à de nombreuses reprises, enfin sur plusieurs points plus exactement, de me rapporter aux idées émises par François Julien, et notamment cette idée, cette dualité de la notion d'universel qu'il a rappelé tout à fait au début, hein, c'est-à-dire ce sens faible de généralité et ce sens fort de nécessité. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on retrouve, on le verra, au niveau des droits de l'homme, parce que si les droits de l'homme ne sont pas universels, au sens fort, au sens de la prescription, à quoi servent-ils en fait? C'est une des questions qu'on verra. Donc du coup, effectivement, puisqu'il a assez largement évoqué ces différents sens du mot universel, je voudrais juste ajouter à cet égard que même quand on se reporte un petit peu au dictionnaire de langue, hein, pour voir ce que c'est, comment ils définissent l'universel, on retrouve cette idée, est-ce que c'est ce qui s'étend à tous et à tout? Est-ce que c'est ce qui concerne la totalité des hommes et des pays du monde? Est-ce ce qui concerne l'univers, le cosmos? Mais on retrouve aussi cette idée, est-ce que c'est la généralité abstraite ou bien la généralité concrète? Mais surtout, ce dont on s'aperçoit, c'est que le mot universel n'est pas neutre, et on le voit encore plus, je dirais, lorsqu'on passe du mot universel au mot universalisme. Alors une notion que lui-même a récusée. Mais c'est vrai que quand on passe du mot universel au mot universalisme, comme toujours avec un isme, on greffe une valeur sur un concept, et au-delà, on arrive éventuellement à l'idéologie. Et c'est vrai que la valorisation de l'universel, donc qui va vers l'universalisme, est liée à une vision du monde, et ça, François Julien l'a en fait rappelé. C'est-à-dire qu'en fait, l'importance acquise par ce concept d'universalité, donc la valeur qu'on lui attache, est liée à des idées et des croyances qui ont cheminé depuis l'Antiquité grecque jusqu'à devenir dominantes en Europe à l'époque moderne. Mais c'est vrai aussi que cette notion d'universalité, que l'idée d'universalité n'a jamais cessé d'être contestée, et qu'elle l'est encore aujourd'hui, on le sait, qu'elle fait l'objet d'une série d'attaques convergentes, dont d'ailleurs on aura un petit peu, je pense, un échantillon dans les discussions qui vont suivre. Donc c'est vrai que cette notion d'universel est un peu enracinée dans la modernité occidentale, qu'elle inspire les Lumières, qu'elle représente une préoccupation philosophique et éthique pour le sort de l'humanité. On cite cette phrase de Montesquieu: si je savais une chose utile à ma nation qui fut ruineuse à une autre, je ne la proposerais pas, parce que je suis homme avant d'être français, parce que je suis nécessairement homme avant d'être français. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fut préjudiciable à l'Europe, etc. Voilà, donc il y a cette idée d'universalité qui est très importante au moment des Lumières. François Julien a cité Kant, et effectivement, là aussi, on voit que l'universalité interroge la philosophie morale, le fameux impératif catégorique, hein, agit uniquement d'après la maxime que... Bref. Et cela étant, les critiques de cet universel qui se mue effectivement en universalisme à partir du moment où il est tellement valorisé, les critiques, elles vont naître dès la Révolution française. Elles vont s'attaquer notamment à l'universalité des droits de l'homme, et c'est vrai que le débat, qui n'a jamais cessé, ressurgit aujourd'hui de façon plus aiguë à cause des revendications identitaires, à cause de l'accent mis sur la diversité des cultures, et qui va donc conduire à assimiler l'exigence d'universalité à une forme d'impérialisme de l'Occident.
Alors à partir de là, je vais essayer d'être plus concrète et de voir un petit peu plusieurs domaines. Alors je verrai ce que j'ai le temps de voir, je ne veux pas être trop longue non plus pour qu'il y ait une place pour la discussion, même si mon prédécesseur n'est plus là pour discuter. Une des questions, bien sûr, c'est les rapports entre universalité et égalité. C'est vrai que cette valeur accordée à l'universalité, c'est aussi l'universalité de la norme juridique, de la règle de droit, qui est consacrée, qui est présentée notamment à la Révolution française comme la condition de l'universalité des droits. C'est-à-dire que la norme, vous savez, la fameuse phrase « la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse », et la règle de droit doit donc être, comme on dit, aveugle aux différences, mais en même temps, on est quand même conscient qu'à un moment donné, l'égalité juridique, donc cette règle qui est la même pour tous, c'est l'égalité juridique, l'égalité formelle, laisse intactes les inégalités de fait et qu'elle peut même les aggraver. Et donc, cet idéal universaliste, une règle abstraite, universelle, abstrait et uniforme, va céder du terrain. Le législateur va essayer de corriger les inégalités sociales, il va tenir compte des différences de ressources, d'âge, de sexe, voire d'origine. Et donc on s'aperçoit, et là c'est un des paradoxes de l'universalité, que pour promouvoir l'universalité effective des droits, il faut transiger avec l'universalité abstraite de la règle de droit. Et ce qu'il y a, c'est que ce qui caractérise quand même la France en particulier, c'est la difficulté de se détacher de l'héritage révolutionnaire, ou plutôt d'une certaine interprétation de cet héritage. Vous avez une espèce de suite logique. La règle est abstraite, donc universelle. Elle est universelle, donc elle est porteuse d'égalité. Mais après, on renverse la chose et on dit que l'égalité n'est assurée que par l'universalité de la règle, donc une règle qui vaut pour tous, c'est ça que je veux dire, et qui est donc formulée abstraitement. Et cet universalisme abstrait continue à être érigé en caractéristique fondamentale du modèle républicain. L'universalisme est nécessairement républicain, le modèle républicain ne saurait être qu'universaliste. Et alors, qu'on discute de la parité, qu'on discute de l'opportunité d'introduire des données relatives à l'origine ethnique dans les statistiques publiques, que l'on parle du droit de vote des immigrés, du port des signes religieux à l'école, de l'éventualité de reconnaître certains droits aux minorités culturelles, les positions des uns et des autres sont systématiquement interprétées en fonction d'une ligne de fracture binaire qui oppose d'un côté les républicains et les autres qui sont inexorablement rejetés du côté des communautaristes, les deux étiquettes étant tout aussi stigmatisantes vues d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai, et pourtant, ce discours sur l'intangibilité du modèle républicain est contesté, et en même temps, elle est opposée à tous les groupes victimes de discrimination qui ont essayé de faire prendre en compte leurs droits, que ce soit les femmes, les immigrés, les enfants d'immigrés, les couples d'homosexuels, les juifs, les musulmans, etc. Donc toujours ce combat très idéologique en France qui empêche un petit peu peut-être de voir les choses de façon plus apaisée et plus surtout nuancée. Donc je peux pas revenir, j'ai pas le temps si je veux regarder un petit peu les autres aspects de la question, de revenir sur tout ce discours autour des discriminations positives. Dès qu'on parle de discrimination positive, en fait, il faudrait parler de mesures positives. Tout de suite, ça renvoie à la figure de ce qui se passe aux États-Unis, ce qui est horrible, etc. Enfin, il y a une espèce de vision un peu machiavélique de toutes ces notions. C'est un épouvantail. L'affirmative action est devenu un épouvantail, sans qu'on sache exactement d'ailleurs ce qu'il y a sous ce terme sous ce terme d'affirmative action aux États-Unis. Ce qui est vrai,
c'est que pour lutter contre les inégalités en France, bien sûr, on prend énormément de mesures préférentielles, hein, les matières fiscales, la progressivité, les tarifs des services publics qui peuvent être adaptés aux conditions de ressources, les incitations fiscales pour inciter à l'embauche des jeunes, etc. etc. Mais c'est toujours à partir de catégories qui ne sont pas figées. Mais dès qu'il s'agit de prendre en compte des appartenances, hein, comme bien sûr le sexe ou bien l'origine, et bien là, tout de suite, on se cabre. Et je pense qu'on en arrive à ce que John Scott appelait les dilemmes à propos des femmes, hein, les dilemmes de la différence, c'est-à-dire comment... est-ce qu'on peut ou non prendre en compte la différence? Et on voit bien comment, à propos des femmes, il y a eu une évolution assez intéressante. Si vous regardez les règles anciennes, je parle de la France, hein, concernant les femmes, mais c'est la même chose dans les autres pays, si vous prenez le Code civil d'origine, la différence homme-femme apparaît tout le temps. Et tout ça parce que, en vérité, les règles concernant les femmes maintiennent les femmes dans une condition subordonnée, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et c'est vrai que l'égalité entre les hommes et les femmes, donc la conquête de l'égalité juridique entre les hommes et les femmes, est passée par la suppression des références au genre dans le Code civil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des époux et tout, en plus avec le mariage pour tous. Mais c'est qu'un temps, puisque dans un troisième temps de cette dialectique, on a réintroduit la prise en compte du genre, et notamment sous l'influence au départ du droit communautaire, hein, qui a dit que l'égalité des chances était quelque chose d'important, notamment au départ pour les femmes, et on a finalement réintroduit dans la législation des dispositions spécifiques concernant les femmes. Mais si vous reprenez, mais je ne vais pas y insister puisque c'est bien connu, si vous reprenez le débat autour de la parité, eh bien, vous voyez bien à quel point les divergences idéologiques dont je parlais tout à l'heure sont réapparues. Cela étant, pour justifier la parité qui, effectivement, supposait de réintroduire le genre dans cet universalisme, dans ce citoyen apparemment universel, on peut, pour justifier la parité, recourir à des arguments de type universaliste ou de type différentialiste. De type universaliste, eh bien, les femmes, on dit qu'elles ont le droit d'exercer les droits politiques, mais dans les faits, ça ne se produit pas, donc il faut bien faire quelque chose pour qu'elles puissent effectivement exercer leurs droits en tant qu'êtres humains au nom de la dimension universelle de la citoyenneté. Donc ici, la prise en compte de la différence, c'est pour que l'universalité ne soit pas seulement théorique, mais qu'elle soit effective. Évidemment, vous pouvez avoir aussi un raisonnement différentialiste auquel on n'a pas toujours échappé, à savoir, il faut que les femmes et les hommes soient représentés à égalité parce qu'ils sont différents et qu'il faut donc qu'il y ait la même place accordée aux hommes et aux femmes. Les femmes n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes qualités, etc. C'est un terrain qui, moi, bien sûr, me paraît glissant, mais qui a aussi été celui qui a été évoqué. On pourrait aussi, mais je ne vais peut-être pas le faire, on pourrait évoquer la question des statistiques ethniques, qui d'ailleurs, à mon avis, a été extrêmement mal posée, parce que quand on parle de statistiques ethniques, on mélange absolument tout, et qu'il y a plusieurs façons de prendre en compte l'origine dans les statistiques, hein, que ce soit selon qu'on veut faire des recherches sur des cas anonymisés ou selon qu'on veut faire un grand référentiel ethno-racial pour l'INSEE. Mais là aussi, c'est intéressant parce que ceux qui ont revendiqué la possibilité de faire des statistiques ethniques, eh bien, parmi eux, il y a par exemple le CRAN, hein, le Conseil représentatif des, je sais plus quoi, noirs, qui dit il faut se compter pour pouvoir compter. Si on veut mieux avoir conscience des discriminations qui existent, eh bien, il faut pouvoir faire ces statistiques. Là aussi, c'est assez intéressant, je trouve, de voir comment, parce que l'absence, comment dirais-je, le postulat qu'il n'y a pas de prise en compte de l'origine, ce postulat, en fait, montre
que dans les faits, ça n'empêche pas les discriminations racistes ou raciales, comme vous voulez, eh bien, on voit bien comment là aussi c'est l'universalité qui est prise un peu en défaut. Hein. Est-ce que pour atteindre une véritable universalité, c'est-à-dire la suppression, l'atténuation des discriminations raciales, il ne faudrait pas finalement prendre en compte ces éléments. Alors, un autre obstacle auquel se heurte l'universalité, c'est encore un petit peu une question d'égalité, mais pas tout à fait, c'est la question des appartenances identitaires, donc l'appartenance à des groupes minoritaires. C'est vrai que, revenons toujours à l'universalisme abstrait, il implique que le droit soit aveugle aux différences, je l'ai dit, mais non seulement aux caractéristiques individuelles des membres de la société, mais ça on a vu que ça n'était plus vraiment le cas, mais aussi à l'appartenance à un groupe particulier qui peut être religieux, linguistique, ethnique, national, etc. Et c'est vrai que ne pas tenir compte de ces appartenances, dans un premier temps, c'est un principe protecteur contre les discriminations. Et ce qui est très caractéristique, c'est qu'au moment où la Déclaration universelle de 1948 a été adoptée, on ne parlait plus des minorités. Pourquoi? Parce des droits des minorités, alors que dans l'entre-deux-guerres, les droits des minorités ont été affirmés contre les États qui devaient les protéger théoriquement, etc. Et on n'en parle plus en 1948, peut-être parce qu'on est plus sensible à ce qui rassemble les êtres humains qu'à ce qui les sépare, donc on veut un peu éviter de reparler de tout ça, après ce qui s'est passé pendant la guerre, mais c'est aussi parce qu'on pense que si les droits de l'homme sont effectifs partout, eh bien les membres des minorités seront protégés ipso facto. Et que là où ces droits ne sont pas protégés, c'est tout simplement que les droits de l'homme ne sont pas effectifs. Donc rendons les droits de l'homme effectifs partout et il n'y aura plus de problème pour les minorités. Eh bien, on s'est aperçu que ça n'était pas aussi simple, que les membres de ces groupes minoritaires étaient parfois mis dans l'impossibilité pratique d'exercer les droits théoriquement reconnus à tous sur une base universelle, et encore plus qu'il y a un moment où, pour respecter en chaque individu sa part d'altérité, il faut prendre acte des différences, il faut tenir compte de ces appartenances qui sont constitutives des identités individuelles, et même faire une place aux identités collectives. Et on peut même aller jusqu'à dire que dans nos sociétés multiculturelles que sont devenues les sociétés contemporaines, même s'il n'y a pas de minorité labellisée comme telle, eh bien là aussi, la prise en compte de la diversité de ces sociétés apparaît comme une condition pour garantir aux membres de ces groupes souvent marginalisés un accès qui ne soit pas seulement théorique au droit universel. Et là aussi, on retrouve partout, si vous voulez, cette tension entre le droit à l'indifférence, c'est-à-dire que quelle que soit votre appartenance, vous avez droit, comment dirais-je, à l'indifférence, c'est-à-dire que vous devez être traité comme tout le monde, et puis le fameux droit à la différence, tellement décrié souvent, mais qui pourtant doit être reconnu peut-être comme un droit au respect de la diversité humaine. Donc, je ne reviens pas, ce serait intéressant, mais je ne le ferai pas, sur la façon dont au niveau universel, au niveau de l'ONU notamment, on a, à partir notamment des années 90, on est revenu sur cette idée qu'il suffisait que les droits soient effectifs partout pour que les droits des minorités soient respectés. Et au niveau de l'ONU, donc, il y a eu une déclaration sur les droits des minorités. Il y a eu aussi une déclaration sur les droits des peuples autochtones. Hein. Et s'agissant des peuples autochtones, je pense qu'on a été plus loin que pour les minorités, puisque un certain nombre de constitutions, même des États, notamment dans l'Amérique latine, mais aussi au Canada, ont inscrit dans leur constitution la reconnaissance des droits des minorités ou des peuples autochtones, en leur laissant la possibilité d'avoir leur propre culture, leurs propres coutumes et tout, mais quand même toujours avec
une limite, à savoir qu'en cas de conflit entre les droits spécifiques et les droits universels, ce sont les droits universels qui doivent l'emporter. Mais au-delà de la question des minorités, il y a justement un petit peu cette question autour de ce qu'on appelle le multiculturalisme. Alors là aussi, c'est un mot qui est terriblement décrié en France. Non, mais or, le multiculturalisme, c'est quoi? Bon, c'est d'abord un constat. C'est-à-dire que nos sociétés contemporaines sont caractérisées plus qu'avant. Elles sont moins homogènes, elles sont de moins en moins homogènes, et elles sont caractérisées par l'existence en leur sein de groupes très divers qui veulent conserver leur identité et qui éventuellement réclament une plus grande visibilité dans l'espace public. Ça peut être les minorités ethniques, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les minorités racisées, puisque ça va être un des sujets de l'université, les minorités religieuses, régionales, mais aussi peut-être les minorités de genre ou d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle. Et c'est vrai que selon les pays, on assiste plus ou moins sur tel ou tel aspect de la diversité. Hein, ça peut être notamment les immigrants, ça peut être les autochtones, ça peut être les personnes racisées, les appartenances à des groupes raciaux, puisque ce terme qui est tabou en France ne l'est pas ailleurs. Mais en tout cas, c'est un fait. Et à partir de là, effectivement, a pu se greffer une théorie du multiculturalisme, notamment dans le monde anglo-saxon, où on a essayé de théoriser le multiculturalisme comme un modèle de gouvernement qui s'opposerait à la conception assimilationniste. La conception assimilationniste au nom de l'universalité du droit et des droits, excluant toute prise en compte des appartenances dans la sphère publique et dans la sphère civique. À partir de là, les théoriciens notamment au Canada ou aux États-Unis, ont discuté sur cette question. Ce sont des discussions qui, en France, sont quand même assez considérées, si vous voulez, comme ne nous concernant pas. Or, je pense que, justement, ça nous concerne, car on peut constater quand même que cette conception de la citoyenneté est souvent une fiction, qui dissimule une certaine forme d'ethnocentrisme, qui écrase les groupes minoritaires, et là encore, on peut se poser un certain nombre de questions. Et même le PNUD, le rapport du PNUD, de 2004 sur le développement humain, relève qu'il faut essayer de bâtir des démocraties multiculturelles et insiste sur l'exclusion culturelle des minorités, des groupes marginalisés, qu'il faut essayer de faire quelque chose pour cela, qu'on constate que des mécanismes sociopolitiques invisibles ou visibles aboutissent à la présence prépondérante, voire exclusive, parmi les représentants, on est là dans la question de la représentation, des personnes issues des catégories dominantes de la société, la marginalisation des autres étant en contradiction avec les idéaux mêmes de la démocratie. Donc il faudrait faire quelque chose pour réintégrer dans le jeu démocratique ces catégories qui sont marginalisées. Je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui comme manifestation, je ne parle pas forcément des gilets jaunes, mais de toutes les autres, on est quand même assez dans la question. Alors, on est amené évidemment, alors ça a été déjà assez largement évoqué, à cette question de l'universalité des droits de l'homme. Et là, je vais quand même y revenir un petit peu, mais en allant un peu dans le... Enfin, peut-être pas arriver aux mêmes conclusions, mais en allant un petit peu dans le même sens, évidemment, de ce qui a été dit, que d'un côté, l'universalité des droits de l'homme, elle allait de soi en 1789, la proclamation des droits de l'homme, c'était pas juste pour les Français qui vivent en 1789, c'était pour l'ensemble, c'était pour le monde entier, c'était pour l'ensemble des êtres humains, et c'était fondé sur la notion de droit naturel, c'est-à-dire qu'il y a des droits qui sont inhérents à l'être humain. En 1948, de nouveau, cette idée d'universalité
elle est évidente, hein, elle doit valoir pour tous, sans distinction de nationalité, de race, d'origine, de tout, etc. C'est marqué en toutes lettres. Et d'ailleurs, si on rappelle toujours que si Cassin a voulu qu'elle s'appelle universelle et pas internationale, c'était bien pour insister sur cet aspect et surtout le fait que la personne humaine est elle-même titulaire de droits qui ne sont pas dépendants des États, etc. On a dû en déchanter un peu, mais enfin, c'était ça l'idée. Et c'est vrai que cette espérance, elle a été à beaucoup d'égards remplie, car la revendication des droits de l'homme s'est diffusée de fait à l'ensemble de la planète. Et j'ajouterais quelle serait la raison d'être des droits de l'homme s'ils n'étaient sous-tendus par la conviction qu'ils valent pour tous. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils valent pour tous? Est-ce que c'est une valeur axiologique, c'est-à-dire qu'ils ont la même valeur pour tous, que tout le monde y adhère, qu'ils sont universellement valables, que tout le monde adhère aux valeurs qu'ils expriment, et que pour cette raison tout le monde pense qu'ils doivent être respectés? Et c'est là qu'on arrive à cette objection qu'a évidemment rappelé François Julien, que malgré tout, c'est imparable. Les droits de l'homme sont une invention de l'Occident, qui est marquée par son origine jusque dans sa prétention à l'universalité, puisqu'on a dit que cette universalité, c'est quand même aussi quelque chose qui vient de la philosophie occidentale. Et peut-on, dans ce cas-là, postuler qu'ils valent pour tous les peuples et toutes les cultures? Et puis, la deuxième question sur laquelle j'interviendrai plus rapidement, mais qu'il faut quand même évidemment évoquer, est-ce que quand on dit qu'ils valent pour tous, ça veut dire qu'elles sont effectives pour tous? Et là, alors, la question, évidemment, elle est plus vite réglée. La première question, qui a déjà été largement évoquée, c'est l'universalité confrontée au pluralisme des cultures. Donc, ce paradoxe que j'évoquais, prétention à valoir pour tous, tout en reconnaissant qu'ils sont marqués par leur origine, enfin, par la culture occidentale. Et deuxième paradoxe, comment concilier l'universalité des droits de l'homme avec la préservation des identités culturelles, sachant que la préservation des identités culturelles est aussi aujourd'hui considérée comme un droit fondamental dans plusieurs instruments internationaux. Alors, c'est vrai que l'universalité des droits de l'homme a été contestée sur plusieurs fronts. Bon, d'abord, il y a une contestation souverainiste, hein, c'est-à-dire, bon, les droits de l'homme, nous, on fait ce qu'on veut dans notre pays, les droits de l'homme, bon, ça, c'est la contestation souverainiste, arrêtez de nous embêter, je veux dire que ça, vous le voyez même avec la Russie qui voudrait bien se libérer de la convention, de la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, bon, et d'autres pays font un peu pareil, donc laissez-nous tranquilles, bon, ça c'est classique. Mais sur le front plus idéologique, vous avez une contestation qu'on pourrait appeler plus différentialiste. Bon, vous aviez une contestation tiers-mondiste, hein, qu'on pourrait appeler tiers-mondiste, qui estime que la prétention à imposer à tous les droits de l'homme, c'est une forme d'ethnocentrisme occidental, voire une forme de néocolonialisme idéologique qui prolongerait le colonialisme classique d'antan. Vous avez aussi, bien entendu, la contestation islamiste. Bon, celle-là, j'irai vite, elle est évidente, elle est connue, hein, et elle porte sur deux points absolument... donc il faut interpréter les droits de l'homme à la lumière de la charia, ce qui pose un petit problème quand même. Et là, bien sûr, les deux obstacles, c'est les droits des femmes et la liberté religieuse. Et puis, vous avez la contestation asiatiste, dont il a été un petit peu question, dont avait d'ailleurs parlé Han Cheng quand elle était venue ici à l'université d'Automne. C'était pas ici, c'était qu'elle se tenait, mais c'est pareil, en 2004, hein, sauf erreur de ma part, puisqu'on a déjà eu une université d'automne sur l'universalisme, et elle-même avait évoqué ce lien, cette référence au confucianisme, qui est assez curieuse, parce qu'elle est revendiquée à la fois par des pays que, idéologiquement, tout
tout sépare. Hein, la Chine, communiste, enfin, plus ou moins, qui peut être capitaliste et communiste, c'est original, mais c'est bon. Et puis d'autres pays qui sont bien entendu dans une toute autre mouvance. Alors c'est vrai que pour rejeter le modèle occidental des droits de l'homme, on met en avant par exemple la priorité du développement économique, c'est ce qui est prioritaire, les droits de l'homme viendront après, mais aussi la préservation surtout de leur identité culturelle. Et c'est ce qu'a rappelé aussi François Lluin en parlant de cette volonté d'harmonie, donc respect des hiérarchies, harmonie raciale et religieuse, confiance dans l'autorité, etc. Et tout ça, évidemment, est assez incompatible avec cette vision que l'on a des droits de l'homme. Alors, ce qui est vrai, c'est que ces différentes formes de contestation n'ont absolument pas... Je vous rappelle que quasiment tous les pays sont signataires de la Déclaration universelle, puisque en adhérant à l'ONU, on adhère forcément à la Déclaration universelle, mais surtout sont signataires des deux pactes, hein, le pacte sur les droits civils et politiques et le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc là-dessus, voilà. Mais donc cette contestation, elle n'a pas débouché sur la dénonciation de tous ces instruments internationaux, et même il y a sans arrêt des conférences internationales sur les droits de l'homme, et notamment à Vienne en 1993, tout le monde s'est mis d'accord pour signer l'acte final, disant que les droits de l'homme, c'est très important, et qu'il est du devoir de l'État de les promouvoir, de les protéger, tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales. Bien sûr, ce consensus n'est qu'apparent, parce qu'à partir de là, les États font quand même ce qu'ils veulent. Mais au-delà des enjeux politiques et idéologiques, et c'est ce qu'a essayé de faire François Julien, la question doit aussi être posée sur le terrain théorique. Comment faire tenir ensemble le postulat de l'universalité des droits de l'homme et la reconnaissance de la pluralité des cultures? Et la voie est étroite, et personnellement je n'ai toujours pas trouvé comment en sortir, entre la tentation du relativisme, disant les droits de l'homme, ça a été conçu par et pour l'Occident, donc ça ne vaut pas pour toutes les traditions culturelles, et la tentation inverse, qui serait d'imposer à l'ensemble du monde un corps de principes qui ne ferait pas l'objet d'une adhésion partagée. Je crois en tout cas, et ça, François Julien ne l'a peut-être pas dit cette fois-ci, mais il l'a dit dans ses autres écrits, et lui-même y insiste, c'est qu'aucune spécificité culturelle ne saurait justifier certaines atteintes à la dignité et à l'intégrité humaine, l'esclavage, la torture, les hiérarchies fondées sur la couleur de la peau, etc. Là où je suis peut-être moins convaincue, c'est quand il a pris comme exemple le fait de qu'il y a des choses qui nous révoltent, qui nous révulsent. Je ne suis pas d'accord, on n'est pas tous révulsés par la même chose, parce que nous, on est révulsés par la lapidation des femmes adultères, ou des homosexuels, et il y a des pays qui ne sont pas du tout révulsés par ça. Donc je ne suis pas aussi sûre que lui que nos sensibilités soient exactement forgées partout de la même façon. Mais quand même, ce que je constate, c'est que tous ceux... Donc, il faut récuser la vision ethnocentriste, finalement, selon laquelle l'égalité, la liberté, la démocratie serait seulement pour les pays occidentaux ou les seuls pays développés. Et la preuve, c'est que, et ça aussi d'ailleurs il l'a dit, il ne l'a peut-être pas dit aussi clairement que dans certains de ses écrits, François Julien, mais que les droits de l'homme restent une référence et une arme pour tous ceux qui luttent pour la liberté. C'est au nom des droits de l'homme que dans tous les pays, les opposants, que ce soit à Tiananmen, que ce soit dans les révolutions arabes un peu plus récemment, les gens se sont battus et se sont opposés au pouvoir. Donc je crois que lui-même d'ailleurs, c'est sa phrase, les droits de l'homme sont un instrument irremplaçable pour dire non et protester, qui peut servir universellement dans tous les lieux de la planète. Donc ça, je crois que c'est quand même un élément qu'il faut avoir en tête. Alors, après, les choses deviennent, à mon avis, plus compliquées.
lui-même a parlé de cet universalisant. Je pense aussi à Mireille Delmas-Marty, qui a beaucoup réfléchi sur cette question, et qui estime que l'universel ne doit pas être la diffusion d'un modèle unique à partir d'un point unique, mais, dit-elle, l'émergence en divers points d'une même volonté de reconnaître des droits communs à tous les êtres humains. Donc, ça reste quand même, à mon avis, pas très opérationnel. Enfin, je ne sais pas, parce qu'après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je ne sais pas. Ce qui est vrai aussi quand même, et ça François Julien l'a rappelé, c'est que nous on dit que c'est universel, mais quand on voit à combien de reprises on a remis l'ouvrage, comment on dit, sur le métier, merci, on voit bien que, et comment sans arrêt de nouveaux droits sont mis en avant, on voit bien que cet universel, il n'est pas figé, donc il est tout le temps en reconstruction, et là je pense qu'on peut s'accorder aussi là-dessus. En revanche, cette idée qu'il y aurait un socle commun auquel on ne pourrait pas consentir d'exception, à mon avis, ici, repose sur une aporie, sur une contradiction interne, si vous voulez, parce que si l'on accepte, alors, et nous on met dedans, bien sûr, les droits des femmes, hein, sauf que si l'on accepte le postulat d'une coexistence égalitaire entre des cultures différentes, qui sera légitime à définir les droits qui font ou ne font pas partie de ce socle? Et alors là, c'est vraiment une aporie, c'est-à-dire une contradiction logique, enfin une impossibilité logique, hein, si on veut se mettre... Enfin, voilà. Donc, en fait, je n'ai toujours pas personnellement la solution, sauf d'une façon extrêmement rhétorique, c'est qu'il faut reconstruire l'universalité des droits de l'homme en partant de la diversité des cultures. Mais enfin, honnêtement, pour vous dire le fond de ma pensée, je l'ai écrit parce que c'est commode et parce qu'il faut bien se sortir, mais je ne sais pas comment. Pour moi, ça reste trop compliqué. Alors, l'autre question que j'avais évoquée, est-ce que les droits sont universels au sens où ils sont effectifs pour tous? Et là, je pense que je n'ai pas besoin d'y insister très longuement, hein, puisque... on pourrait parler du statut des étrangers, ça nous prendrait trop longtemps, et puis tout ça, vous savez déjà. Mais quand même, ce qui est intéressant sur le statut des étrangers, c'est qu'on voit bien que l'obstacle à l'universalité effective des droits de l'homme, c'est-à-dire à l'effectivité des droits de l'homme, donc le fait qu'ils ne sont pas universels pour tous, c'est le verrou étatique. C'est-à-dire qu'on a construit des instruments internationaux, sauf que, malgré la volonté de dire que la déclaration est universelle, les conventions internationales et les droits de l'homme, ils ont besoin des États pour être mis en œuvre. Et le verrou étatique fait encore obstacle à cette universalité des droits de l'homme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui attendent encore que les droits solennellement proclamés deviennent réalité. Et ce qui est très frappant ici, c'est qu'on est de nouveau devant une fracture nord-sud. Hein, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez ceux pour qui la démocratie est à peu près effective, qui sont soignés, qui mangent à leur faim, qui peuvent se déplacer dans l'ensemble de la planète. Et de l'autre côté, ceux qui ne vivent pas dans des démocraties, qui ne mangent pas à leur faim, qui ne sont pas soignés, et qui ne sont assignés à résidence. Je n'ai pas besoin ici non plus de vous faire un dessin, d'où cette idée que la liberté de circulation sera la seule vraie conquête pour assurer l'effectivité des droits. C'était la page de publicité du GISTI. Et... Non, mais je sais, Monsieur le Président, que la Ligue est aussi pour la liberté de circulation depuis très longtemps. Oui, mais enfin, c'est pas exactement la même pour l'instant, mais ça va bien. Enfin, pour ceux qui ne sauraient pas, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme depuis 1982. Bon, donc vous voyez, j'ai pas encore réussi. Tu me laisses combien de temps pour terminer là? Parce que il y aurait autre chose à dire. Qui est important aussi quand on parle d'universalité, c'est la promotion de l'humanité sous plusieurs angles sur le front, sur la scène internationale. Et je vais juste donner quelques éléments. D'abord,
la fameuse compétence universelle. Je parlais de l'effectivité des droits de l'homme. Vous savez qu'un des instruments de l'effectivité, enfin, des droits de l'homme ou de lutte contre l'impunité, c'est bien sûr la mise en place de juridictions pénales internationales, notamment la CPI, mais parallèlement, il y a aussi ce qu'on a appelé la compétence universelle, c'est-à-dire le fait que pour certains crimes internationaux, qui sont notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, etc., chaque pays devrait pouvoir juger ces criminels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit que l'idée que certains crimes, en raison de leur nature et de leur gravité, concernent l'humanité tout entière, c'est ça qui justifie la compétence universelle. Et je pense que ce lien entre humanité et universalité est très important. On le voit aussi dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'humanité solidaire, et je crois que ce sera aussi un des aspects, un des sujets de l'université, à savoir les menaces qui pèsent sur l'environnement à l'échelle planétaire et qui nous font prendre conscience de ce qu'il y a finalement qu'une seule Terre, comme l'a dit la déclaration de Rio, et que là aussi nous sommes tous comptables les uns pour les autres. Alors c'est pas encore fait, mais enfin il y a cette idée en tout cas qui peut surgir. Et je terminerai en évoquant, mais juste en évoquant, cette idée qui revient un peu à la mode de droit cosmopolitique ou de cosmopolisme, de cosmopolitisme. C'est une idée qui revient beaucoup dans les écrits en ce moment par rapport aux étrangers, bien sûr, par rapport au statut des étrangers, par rapport à l'hospitalité. Et je pense que c'est une idée intéressante aussi, alors qui nous vient de Kant, et qui devrait quand même là aussi nous inspirer un petit peu. Et en même temps, on voit bien là aussi les obstacles, c'est-à-dire que c'est vrai que les avancées normatives du droit international, y compris celles dont je viens de parler, la compétence universelle, l'environnement, montrent bien qu'il y a l'émergence d'une forme d'universel à l'échelle de la planète, donc de cosmopolis, qui transcenderait les communautés étatiques, mais on voit bien que s'il y a les germes d'un droit cosmopolitique, eh bien, pour l'instant, il se heurte à la réalité d'une société internationale qui est surtout composée d'États souverains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le droit international, il continue à reposer sur la souveraineté des États, ce qui nous pose des problèmes à tous égards. Mais là, j'ai peut-être un petit peu dépassé le champ qu'on m'avait assigné. Voilà. Et peut-être le temps aussi qu'on m'avait assigné, excusez-moi.